Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Deuxième épisode de la série Netflix One Piece, on est parti pour la review. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, sachez qu'on parle notamment de culture populaire, de jeux vidéo, de manga beaucoup, et on fait aussi des analyses et des lives à chaud après les lectures de chapitres de One Piece. Donc voilà, si vous découvrez tout fraîchement One Piece ou que vous êtes fan depuis belle lurette, c'est le moment de... S'abonner, on compte sur vous et on vous remercie, vous avez été nombreux à vous abonner hier, on compte sur vous pour continuer à exploser le compteur, et c'est parti du coup, comme pour l'épisode d'hier, on va structurer cette review, on commence donc par l'histoire, l'adaptation, la fidélité de cet épisode, et petit focus sur Makino. Petit focus sur Makino, puisqu'on va pas faire un focus globalement sur, vous raconter tout ce qui se passe dans cet épisode, puisqu'on conçoit que vous l'avez vu, mais plutôt du coup sur l'adaptation, sur ce qui change avec le manga, puisque c'est une adaptation. Makino, on en avait parlé brièvement dans la review de l'épisode 1, mais c'est vrai qu'elle change pas mal par rapport à ce qu'on a dans le manga, et son rôle aussi change pas mal, puisque c'est elle qui présente les fruits du démon. Alors ça, j'ai été étonné, je dis d'où c'est Makino qui présente ça ? C'est pas elle dans le manga qui présente ce délire-là. Bon, je pense que c'est un choix de l'adaptation pour lui donner un rôle. Parce que c'est vrai que même dans le manga et dans l'animé, au tout début, elle est très secondaire. Donc je pense que c'est juste pour ça. Moi je pense aussi, de toute façon on reviendra après sur le casting, dans la partie acteur casting comme hier, mais oui je pense que c'est ça. C'était pour lui donner un rôle, surtout qu'elle fait la présentation des fruits du démon, donc c'était étonnant que ce soit elle qui s'en charge. Mais bon, voilà. Soit dit en passant, dans les éléments importants de l'histoire, on a quand même à un moment donné le focus sur le fait que Nami, qui est une voleuse, vous l'avez compris avec le premier épisode, là on voit ses talents en exécution, avec comme ça et tout. Moi, cette scène, elle m'a tué, parce qu'à un moment donné, elle essaie d'ouvrir le coffre et tout, et quand t'as Luffy Cassos qui met son oreille sur l'oreille de Nami qui est en train d'écouter, j'ai pété une barre. J'ai bien aimé ça d'ailleurs, le fait que Luffy soit vraiment cassos, parce que c'est le cas dans le manga. Et là, on nous en rajoute des couches dans cet épisode, c'était marrant. Et les talents de Nami de voleuse se manifestent dans cet épisode. Et j'ai trouvé que par rapport à l'épisode 1, on avait un peu plus de Nami dans cet épisode, c'est ce que j'attendais, parce que j'arrivais pas encore à avoir un avis vraiment... rempli, tu vois, j'étais mieux. J'avais un avis défini sur Luffy, épisode 1, il était fini mon avis, Zoro à peu près aussi, Nami pas encore. Là, cet épisode me réconcilie avec ça. On utilise aussi d'ailleurs pendant cette scène dont tu parlais, l'importance du chapeau de paille. C'est quand même la première fois, je crois, qu'on voit Luffy à demi vénère, contrarié vénère, en mode là t'aurais pas dû. Tu vois, t'aurais pas dû envoyer valser mon chapeau comme ça. Et ça va avoir de l'importance pour la suite de l'histoire. On découvre aussi que Nami, qui est pourtant une voleuse et qui accorde de l'importance du coup au trésor et à récupérer des biens tout du moins, semble quand même accorder beaucoup plus d'importance aux cartes. Elle dit c'est une carte, ça vaut plus que de l'or. Cette phrase m'a un peu étonné. Et peut-être que ça tease quelque chose pour la suite. Je ne sais pas, je ne dis rien. Je connais pas One Piece. Nous disons rien, parce que sinon on va pas vous spoiler. Si vous suivez comme nous, épisode par épisode, les choses. Très rapidement, du coup, ils se font capturer par Baggy et on les retrouve du coup en mode circus. Voilà, très rapidement, avec ce Luffy qui a avalé du coup la carte. Et là, on se retrouve chez Pinder. Ouais, chez Pinder, on en reparlera tout à l'heure dans tout ce qui est le visuel et tout ça. Mais c'était bien fait cette transition, même si j'ai été étonné qu'il soit prisonnier d'une cage en bois. On comprend évidemment que c'était juste pour le show, parce que normalement Zoro aurait pu en sortir. Zoro il met un coup de dent, c'est fini. Même Luffy en fait, j'ai envie de dire, c'est pas une vulgaire caisse en bois qui va les retenir, tu vois. Par contre, il y a un truc très intéressant dans cette adaptation aussi, c'est que les phrases... Il y a des phrases qui se répondent dans le... Ça peut appartenir aussi à la réalisation, mais c'est aussi le choix de l'adaptation de faire ça. Et d'autant plus quand ça se détache un peu du manga, là le truc d'amener une cage en bois en plein milieu du cirque, etc. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est Nami qui... Enfin, c'est d'abord Luffy qui dit moi je suis un pirate d'un autre type, tu vois, il dit comme ça avec sa tête tout content. Et t'as Nami qui lui répond non, il n'y a qu'un seul type. That's only one kind, elle dit en anglais. Et ça m'a fait marrer parce que dans cette adaptation,
on choisit de placer cette phrase-là en mode Nami elle aime pas les pirates et elle dit il y a qu'un seul type de pirate, c'est en gros elle sous-entend que c'est les méchants quoi. Pas de gagne. Mais on découvre en fait avec cette mise en scène où on est au milieu d'un cirque que non, il semble y avoir plusieurs autres types de pirates, notamment des clowns. Ça on n'avait pas prévu, donc ça joue sur deux sens. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais, et toi qui parles justement de liens et de jeu de mots, de la force des phrases. J'ai vu que tu l'as noté, je l'ai noté aussi. Le jeu de mots avec knows, il m'a fini. Moi parce qu'on regarde en anglais. Hein. On en regarde en anglais, donc voilà. Le jeu de mots m'a fini et la réaction de Baggy, j'étais au sol. Je me suis dit, c'est trop bien placé. Mais c'est ça. En vrai. Dans le manga aussi, il s'offusque, il s'imagine qu'on se moque de son nez, etc. Là, pareil, donc, je sais plus ce qu'il dit, le fils, il dit who knows, ou je sais pas quoi, qui sait, enfin, et knows, du coup, un nez, et du coup, il pète son câble, et on voit aussi que Baggy est très susceptible, du coup, sur son nez, et alors, le personnage de Baggy, on en reparlera tout à l'heure, mais là, dans cette histoire et dans cet épisode, il a une place éminemment centrale, sans pourtant éclipser le développement, je trouve, de Luffy qui continue en parallèle avec ses allers-retours avec les flashbacks avec Shanks, et sans éclipser aussi Zoro et surtout Nami. C'était plutôt bien fait, parce que on a Nami aussi, cette construction où elle tente de se faire la malle. Là, on doute d'elle à ce moment de l'épisode, on se dit ouais. La meuf, on peut pas lui faire confiance quoi. Hein. Elle trahit les deux, elle les abandonne et elle va se faire la malle. Elle se fait capturer, rattraper non pas par seulement les hommes de Baggy, les freaks comme ils les appellent, les monstres entre guillemets, mais aussi par ses émotions. Parce que ce sont ses émotions qui l'arrêtent elle, où elle a vraiment un choc et on découvre tout le côté émotionnel de Nami, où elle s'arrête, elle voit la ville ravagée, elle se dit putain les pirates. Et là tu comprends que elle a quand même un grief envers les pirates. Ouais, c'est bien parce que ça développe la personnalité des persos, et Nami c'était le perso peut-être qui était encore un peu plus mystérieux, parce que voilà, à part le fait qu'on savait qu'elle était voleuse, c'est bien. Ça c'est en train de développer le perso de Nami et donner de l'importance à Emily Rudd dans son rôle, je trouve. Donc ça c'était plutôt cool à ce niveau-là. On quitte du coup très rapidement le clown, on va y revenir hein, parce que le clown c'est vraiment la ligne rouge hein, de cet épisode, mais voilà, on a à un moment donné Koby qui s'engage dans la marine, on a Morgan qui de son côté il est maintenu prisonnier, Hermep aussi s'engage dans la marine, petit discours de Garp et tout. Bon, c'est bien, ils arrivent je trouve à sauter d'une scène à une autre avec un côté, ça se joue en parallèle, mais ça choque pas en fait quand tu quittes une scène pour une autre. Je trouvais que la réal elle était habile, alors on y reviendra après, mais bon, je voulais vous le dire là quand même dans l'histoire parce que ça t'empêche pas de suivre l'histoire et t'es pas perdu. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde de One Piece, c'est important de le dire. Il y a plein de trucs qui se passent en même temps pour construire l'univers. Donc là, je trouvais bien fait pour l'adaptation de l'histoire en tout cas à ce niveau-là. Alors on a vu qu'on parle d'adaptation, justement on a quelques changements par rapport au manga où on devrait consacrer une vidéo normalement aux petites différences, aux changements, aux clins d'œil, tout ça, mais là, ne serait-ce que dans cet épisode, les tortures à l'égard de Luffy pour le faire parler, ou la capture même des Mugiwara, donc les chapeaux de paille, ce terme n'est pas employé du coup dans cette version-là. Chapeau de paille, c'est le groupe en fait de Luffy. D'ailleurs c'est assez étonnant. On n'a pas de référence véritable à ça, même s'il s'attarde sur le chapeau de paille Baggy, et qui reconnaît Shanks, déjà il connaît Shanks, hein. Ça c'est une info de ouf, du coup ça leur fait un point commun avec Luffy, mais ils ont deux visions très différentes de Shanks. L'un l'adule, l'autre le déteste, c'est assez intéressant, ce qui va en plus l'amener à se moquer de Luffy, se moquer du chapeau, et même jusqu'à blesser le trésor de Luffy, le chapeau, en le transperçant. Il sera réparé plus tard par Nami, qui montre l'évolution aussi du personnage en filigrane dans l'épisode. Le personnage de Baggy, central de ouf, avec ce Luffy qui se fait torturer tout à fait différemment, ou même on engage le personnage de Boodle, qui est normalement le maire du village, pour étirer Luffy. Ça m'a étonné. On lui donne un rôle, c'est bien, c'est un personnage qui est dans le manga. Beaucoup moins important que dans le manga, où Boodle c'est un peu le résistant hein, contre les pirates qui viennent dans son village, et notamment son chien, Chouchou,
je crois qu'il s'appelle comme ça, qu'on voit et qui c'est lui la force de résistance dans le manga contre l'équipage de Baggy. Alors on le voit juste à la toute fin, j'ai fait ah bon, au moins il est là, mais c'était juste le clin d'œil quoi. D'ailleurs il y a des personnages, on en reparlera, qui n'apparaissent pas, et d'autres qui ont des rôles aussi différents. Ensuite, vu que tu parlais des marines, il y a un truc quand même prépondérant dans cet épisode, c'est que Morgan est enfin arrêté. Morgan étant enfin arrêté, on se dit ça va changer du côté des marines, et c'est très bien aussi parce que Garp et Bogart, du coup son bras droit, ont une oreille attentive envers Kobe. Ça c'est plutôt pas mal, parce que ça permet une évolution de la marine, malgré tout, même si le côté pirate évolue d'un côté, avec Luffy, Baggy, où on voit qu'il y a des bons, il y a des mauvais, le côté marine quand même, on voit que c'est quand même l'absolutisme qui règne, dans le sens où tous les pirates sont les mêmes. Ils ne font pas de discernement. En revanche, ils commencent enfin à faire du discernement envers les mauvais marines. Ouais, c'est bien, parce que d'un côté on a du coup Luffy qui montre qu'il est un autre pirate, et en même temps Garp montre qu'il est un autre marine que Morgan. Donc c'est bien, c'était très bien, parce que il y a toute cette mise en situation qui fait qu'on comprend qu'on est face à des personnages qui ont un côté très atypique, et du coup on a le focus est naturellement mis dessus en fait, parce que tu comprends, tu dis tiens, ils sont spéciaux. Donc quand tu découvres One Piece, tu te dis tiens, j'ai envie d'en savoir plus, et sur Garp et sur Luffy, qu'est-ce qu'il va apporter dans son entourage, est-ce qu'il va... Et on le voit de toute façon que ça déteint un petit peu sur tout le monde. Si vous êtes observateur, parce que vous découvrez, si vous connaissez, mais on voit quand même qu'il déteint sur Zoro. Il le dit à un moment donné, il fait ouais, je pensais que ouais, mais finalement il y en a un là, il est en train de me faire voir les choses autrement. Et donc comme quoi, bah voilà, il a de l'influence. Et c'est bien. Je trouve que c'était important d'avoir ce message. Parce qu'il va être prépondérant dans l'univers de One Piece, que vous ne suiviez que cette série ou que vous ayez envie de vous mettre au manga ou à l'animé, bah vous allez voir que la différence de personnalité, la façon de vivre de la piraterie et ou de la marine aura un rôle hyper important dans toute l'œuvre de One Piece. Donc c'est bien, je suis content qu'il l'ait mis dans ça, qu'ils sont pas passés à côté en mode pas grave. Bah déjà, ce que tu dis, ça rejoint la fin de l'épisode avec Nami, hein. Avant de parler de Shanks, on va finir le côté Nami. On voit toute l'évolution du personnage. Au début, elle fait pas confiance du tout aux pirates, elle les déteste, elle dit ils sont tous pareils. Et puis finalement, elle va rejoindre le côté Luffy, elle va l'aider, elle participe à sa libération. Elle aide Zoro également finalement. On sent qu'ils forment effectivement, comme Luffy le dit, une bonne équipe. Eux, ils en ont pas conscience, ils veulent pas travailler ensemble, mais ils forment une bonne équipe. Et à la fin de l'épisode, elle recoue son chapeau. C'est une symbolique super forte, elle qui a envoyé valser son chapeau et qui dit c'est ce vieux truc de crasseux là. Après, elle dit c'est ton trésor, donc d'accord, tiens, j'en prends soin, tiens, je te le rends et je te le répare. Malgré tout, au moment précis où tu te dis ça y est, il y a un équipage qui est formé, il y a les trois, ils sont ensemble. Nami, elle rentre dans l'embarcation, elle met un escargophone. Elle téléphone, elle appelle quelqu'un, d'ailleurs elle se le fout dans l'oreille, l'escargophone. Je n'ai pas trop compris, mais bon, c'est l'adaptation. C'est dégueulasse, se foutre un escargophone. Ouais, dans le manga, en fait, il y a des escargophones sous forme de montre. Si vous préférez, vous pouvez parler comme ça. C'est un peu plus simple. Là, dans l'oreille, voilà. Il mangera pas que de la salade, du coup. Elle téléphone à quelqu'un. Elle dit j'ai récupéré la carte. Cette fameuse carte qui est un peu le MacGuffin de cet épisode. Hein, tout le monde se bat pour la carte. Et ben cette carte semble avoir une importance pour vraiment tout le monde. Et elle semblait pas la récupérer que pour son compte, visiblement, même si elle aime les cartes. Ha. Voilà. On n'en dira pas plus parce qu'on veut pas vous spoiler et vous donner le véritable message caché que signifie cette scène. Après toute cette cachotterie autour de Nami, il y a quand même un élément important, il y a quand même quelque chose de très très fort dans cet épisode. C'est la relation entre Luffy et Shanks. Cette promesse qui va s'installer. La scène aussi, parce que il y a toute une histoire dans cet épisode, on va vous donner l'ensemble. Hein. Du moment où il y a agression dans le bar, le fait qu'à un moment donné, il se fasse kidnapper notre petit Luffy, Shanks, qui va devoir intervenir, on a cette scène, on y reviendra dans l'aspect visuel avec le fameux roi des mers. Et du coup, toute cette relation qui est de plus en plus forte entre ces deux personnages jusqu'à l'aboutissement, cette fameuse promesse entre Luffy et Shanks qui explique, et si vous êtes non connaisseur de One Piece, l'importance du chapeau pour Luffy. C'était
Bien joué, bien adapté, j'ai trouvé. Et la figure paternelle de Luffy, du coup, qu'on découvre, hein, on sait pas où sont ses parents, hein, Luffy, mais on découvre qu'il y a ce personnage de Shanks qui joue ce rôle de père et qui va lui faire cette promesse, hein, tu me rendras mon chapeau quand tu seras devenu un grand pirate. Bah du coup, on comprend pourquoi Luffy veut prendre la mer pour être pirate, on comprend pourquoi Shanks est son exemple, on comprend aussi pourquoi faut pas mal parler de Shanks et faut pas toucher à son chapeau. Voilà. Pour moi, le personnage de Luffy, à l'issue de cet épisode 2, et on le connaît. Ça y est, on le cerne, on sait qui il est, on sait où il va. Maintenant, reste à découvrir un peu plus des autres personnages, notamment de Nami. On va parler du casting, et on va reparler de Makino, vu qu'on en a parlé que très brièvement. Je m'en remets toujours pas hein, du choix de l'actrice pour Makino. Alors bon, certains diront ouais mais non. Il y a d'autres personnages aussi hein, qui sont surprenants en choix de casting, mais comme elle a un rôle un peu plus important dans cette série live que dans le manga au tout début, c'est assez étonnant puisque on est dans un flashback il y a 10 ans. Donc c'est des personnages qu'on doit normalement revoir dans le présent, s'ils sont pas morts. Quel visage ils vont leur donner, surtout que je trouve les perruques et les teintes de cheveux là qu'ils ont mis Makino Shanks très peu crédibles en fait. Donc sur les acteurs c'est assez compliqué. Pour ce qui est de Nami par contre je suis très content parce qu'on voit enfin le jeu d'Emily Rudd qui prend le dessus sur la perruque ratée, parce que déjà la perruque était mieux hein, dans cet épisode, mais surtout on voit la personnalité de Nami. On voit son aspect vénère contre les pirates, énervé. Elle aime les cartes plus que l'argent apparemment. Et on a vraiment tout un panel d'émotions qui permet d'apprécier à sa juste valeur le jeu de l'actrice. Donc ça c'est bien. Ouais, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux pour Emily Rudd, pour Nami. Donc ça c'est cool. Il y a deux scènes de duo aussi avant de souligner le point important que j'ai envie de souligner. Je pense que toi c'est pareil, c'est tout Baggy, etc. Mais deux duos que j'ai kiffé. Garp Kobe. J'ai trouvé la scène quand ils discutaient ensemble, etc. À la fois très simple parce que c'est un échange entre une jeune recrue et le vice-amiral. Top, le jeu d'acteur top. Il y avait une intensité dans le jeu, etc. Les deux ils étaient juste dans leur personnage. J'ai vraiment kiffé. Et en plus, on le voit même faire de l'humour Garp, etc. Ouais. Donc voilà, on attendait. Enfin. On attendait ça parce que Garp c'est un cassos hein, dans le manga. Alors certes, il a un grade, c'est un vice-amiral et tout, mais c'est vrai que c'était important d'avoir ça. Le fait aussi, tu vois, c'est de la mise en scène, mais que l'acteur pousse la chaise avec le pied. C'est un vieillard, hein. Donc depuis l'épisode 1, tu vois juste un vieillard. Tu vois juste un vice-amiral de marine, un haut gradé, mais c'est un vieux, tu t'en fous. Tu te dis que s'il va faire, lui, il va se manger un coup par un pirate. Non, là, tu vois qu'il est physique quand même. Il fait des trucs, il occupe l'espace. Et je trouve qu'on a une autre prestation de l'acteur de Garp dans cet épisode qui nous fait nous dire « Ah, on va peut-être quand même finalement avoir un truc proche du manga. On verra. » Ouais, surtout quand après on le voit débarquer avec son vieux chapeau de chien et tout. Moi, ça m'a tué. Le gars, il fait sérieux et tout, mais avec son vieux... il se gratte et tout. Ça, j'ai été mort. Non, vraiment top. Et l'autre duo que j'ai adoré, c'est vraiment le Luffy enfant, Shanks, la scène... Des au revoir, etc. J'ai trouvé que on peut discuter. Voilà, il y a des personnes qui aiment bien Shanks, d'autres pas, etc. Mais j'ai trouvé malgré tout que, en termes d'actorat, le jeu, l'émotion, ça matchait. Ça matchait parce que tu finis la scène, tu fais putain, ouais. Il y a un truc qui passe. Les acteurs sont bons. Il fallait le souligner. C'est dommage que la perruque de Shanks enlève un peu de. Mais les acteurs sont bons. Et alors Baggy, du coup Baggy c'est le festival, Bala Bala Festival, c'est une de ses techniques d'ailleurs. Et vu qu'on parle de Bala Bala Festival, les noms des techniques et tout, n'importe quoi. La traduction des fois sur Netflix elle est aux fraises. Déjà même au tout début quand ils se prennent le gaz asphyxiant là, t'as Zoro il dit breathe, respirer. Ils ont traduit ça par lever. J'ai pas compris. Donc la traduction est parfois pas ouf. Sur une attaque de Baggy, on a aussi le Bala Canon, donc on a le fragmentation canon quoi. Ils ont mis punch. Canon, punch. Voilà. Baggy, une tuerie. L'acteur qui fait Baggy, c'est... Si cet épisode est aussi bien, c'est en partie parce que les acteurs sont vraiment bons. Tous ceux qu'on a soulignés, mais Baggy, c'est Baggy. Baggy, c'était une tuerie. Moi, j'ai top.
10-10, le gars, mais il est baggy. 10-10. Même quand à un moment donné, il est à fond dans une scène et tout, il s'énerve tout seul, tu sens qu'il s'emballe tout seul, il tape dans l'aquarium là, dans lequel Luffy est passé, puis putain, je me suis fait mal. Je dis, mais c'est un cassos, mais c'est baggy. C'est baggy. C'est la spontanéité dans la connerie, en même temps, dans le je m'emballe toujours, tu vois. J'en ai plein la bouche de plein de trucs, et en même temps, il est con. Et même. Quand il doit jouer, parce que c'est de la post-prod, hein, donc quand il doit jouer le démantèlement de son corps, parce que c'est son fruit, quand il doit jouer sa tête toute seule, quand il joue même la version Nimbus, là, il est juste dans tous les domaines. Vraiment, c'était... en termes d'acteur, j'ai vraiment kiffé, vraiment baggy, top du top. Bien aimé aussi. Kabaddi était pas mal aussi. J'ai bien aimé aussi comment il pose sa voix. Le fait que t'as des moments où il est cruel, c'est le baggy cruel, et il y a aussi ça en VO hein, avec le vrai baggy dans l'animé. Et quand il y a des moments où il est cassos, il est vraiment cassos. Donc il gère absolument tous les aspects du personnage. Et Kabaddi, du coup, le personnage qui vient voir Zoro, rôle beaucoup plus secondaire que dans le manga et l'animé où il affronte vraiment Zoro, il y a vraiment un duel, etc. J'ai eu l'impression, mais on en reparlera dans la réal, mais qu'ils se sont simplifiés un peu la tâche sur certains trucs. Mais on a au moins certains personnages très secondaires qui apparaissent. On a Boodle, je vous l'ai dit, on a aussi Mordi, c'est le gars avec sa touffe autour de lui. Normalement, il y a un lion avec lui. Il n'y a pas le lion. J'espérais le voir, mais il n'était pas là. Pareil, mais au moins ils en font une référence. Voilà. Bon, prenez là comme vous voulez, mais t'as la vanne en mode ouais, j'espérais un lion, il est où? Mais en fait, on espérait vraiment un lion, mais ils l'ont pas mis, donc bon, dommage. Ils l'ont pas mis. Bon, c'est tout, c'est dommage. Et puis bon, après, voilà, on va passer à la suite, mais Luffy, toujours, on l'a dit tout à l'heure, toujours au top, donc ça fait plaisir. On va partir sur la partie visuelle, hein, effets spéciaux, les décors, les costumes, les looks, les dégaines, tout ce que vous voulez. Des changements de tenue. Vous aurez noté qu'il y a des changements de tenue pour les Mugiwara, notamment Nami aussi, qui fait que tu disais tout à l'heure, la perruque, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais du coup... Elle est mieux que dans l'épisode 1. Hein. L'épisode 1, notamment quand ils ont essayé d'attacher la perruque pour faire des couettes dégueulasses, ça se voyait que c'était une perruque de ouf. Là, le fait que ce soit plus lissé, bon déjà ça retombe un peu mieux comme des cheveux. Shanks aussi selon les plans. T'as des plans, tu te dis sa perruque elle passe, t'as des plans, tu te dis ça fait dégueulasse. Voilà, moi j'ai toujours du mal avec ça, mais moins que sur l'épisode 1. Et pourtant... c'est là que tu vois quand même, non seulement il y a le budget, on l'a souligné en épisode 1, mais en plus de ça, il y a quand même une qualité de maquillage, de travail, de certains costumes. Le maquillage du nez de Baggy, quand on le voit de profil, le gars, on voit qu'ils ont essayé de faire genre c'est un vrai nez. Donc on se moque de son nez parce que c'est un putain de vrai nez en fait. C'est pas il s'est mis un nez de clown comme les clowns au cirque. Non, c'est son vrai nez qui a cette forme-là. Ils l'ont super bien fait. De toute façon, toute l'ambiance cirque, elle est ouf. Que ce soit, tu l'as dit, le perso en tant que tel de Baggy, les effets spéciaux sur son balabala, hein, donc son démantèlement, etc., que j'ai vraiment trouvé crédible, parce que j'avais très peur. Mais vraiment super bien réalisé, super bien foutu, on y croit en fait. On y croit. Après, est-ce que, ça c'est la question que je me pose, le jeu de lumière qu'on a dans le cirque, le rouge, le bleu, etc., est-ce que ça n'aide pas aussi à cacher quelques défauts des fixes? Peut-être. Maintenant, en tous les cas, c'était très bon dans ce qu'on a vu là, mais les jeux de lumière, du coup, je peux le dire, c'était kiffé. Ce que je voyais était vraiment beau. Et le cirque dans son ensemble, t'es dans un cirque. Vraiment, l'ambiance visuelle, putain, j'étais en mode, waouh, j'étais dedans. Hein. Vraiment, je vais pas bouder mon plaisir. C'était incroyable. Hein. Et il y a beaucoup d'éléments visuels, hein, parce que je sais pas si t'as un truc à rajouter sur le cirque, toi. Non, le cirque, je ne veux pas faire 20 minutes sur le cirque, moi je voudrais passer sur l'escargophone. On le voit enfin mieux, il est nourri par Garp. Bon, il est toujours aussi dégueulasse, mais tu vois vraiment que c'est un vrai animatronics, quoi. C'est pas en CGI. C'est un truc de fou ce qu'ils font quand même pour les décors. Hein. Et le monstre marin, pareil, les effets spéciaux, on peut souligner la force. C'est une tuerie, ce monstre marin, je trouve que limite c'est le meilleur effet spécial de l'épisode pour moi. Il était insane. Et d'ailleurs, ça va faire la transition avec la réal, tu sais quoi? Parce que dans la réal, je voudrais parler justement de cette scène avec Shanks, etc. L'apparition du monstre marin. C'est le monstre de la baie, du coup. Il soulève la barque et tu vois aussi sa présence sous la barque, le plan zénital, tu vois, le plan par-dessus, où tu vois le monstre qui va apparaître et ensuite tu le vois sortir. Et avec les effets qu'on a soulignés tout à l'heure, il est grave impressionnant. Et c'est le genre de truc, justement...
pour lequel on attendait beaucoup dans cette série. Ah non, vraiment, c'était top. Et les choix de caméra, encore une fois, on l'avait suivi dans le premier épisode, mais là, encore une fois, c'était ouf. Parce que pour n'importe quel acteur, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choix d'angle de caméra qui les mettaient en avant. Et pour le jeu de Baggy aussi, un coup il te prend de haut, un coup il est dans la réflexion, un coup il est dans la connerie, etc. Un coup t'as des plans en plongée, en fait, contre-plongée. Ça aide énormément à rentrer dans l'univers, je sais pas, c'est comme si qu'à un moment donné tu brises l'écran et t'es avec eux, tellement ça aide, je trouve, à l'immersion. Vraiment, la réal, elle est très très bonne. Sur les 2 premiers épisodes là. Le même réal, je crois, hein. Et la chorégraphie de Barre aussi était sympathique. Ouais. On en voit un peu plus, on voit au moins les ventripotents et tout ça en train de se battre. Donc justement, on attendait pas mal de... rappelez-vous, on a dit le casting pour Ben Beckman, c'était pas ouf. Hein. Ben Beckman, c'est le gars avec son pistolet dans l'espèce de ceinture, si vous préférez. Mais la chorégraphie était cool. La chorégraphie des hommes de Shanks qui se battent contre les bandits des montagnes, même s'il n'y a pas de montagne, donc du coup c'est les bandits quoi, c'est juste les bandits quoi. Les bandits, c'est cool, vraiment cool. Non, vraiment c'était bien, et puis très rapidement la bande son, une bande son qui, tout comme pour le premier épisode, accompagne bien l'univers. J'ai noté musique de tension à un moment donné, Kabaji, Zoro, ça a aidé aussi, je trouve. C'était bien, elle était bien placée. J'ai adoré le thème de Baggy. Il y a vraiment un thème pour Baggy. Ouais. Et alors ça fait tout. Par rapport à l'épisode 1 où on découvrait fraîchement, il n'y avait rien qui avait retenu vraiment mon oreille en mode ah tiens, ça c'est... Là il y a un thème pour le personnage et il est bien en plus. Voilà du coup pour nos avis sur cet épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé. C'était un bon épisode, franchement on est content. Je me suis dit en regardant cette série, c'est pas la série dont on reparlera dans 20 ans. Mais je prends plaisir à la regarder et elle nous fait rire, elle nous fait sourire. Donc franchement elle est cool, elle est vraiment sympathique. Voilà. Tu sais que j'ai même dit à ma femme, franchement, si tu joues pas un des Mugiwara, donc un des persos principaux de l'équipage, jouer Baggy, ça m'aurait fait kiffer sa mère. Ce perso, il y a un truc, il est trop kiffant et il a vraiment fait kiffer en plus. Et juste avant de raccrocher, ma femme m'a dit un truc, il fallait que je vous le dise. Après épisode 1, elle me fait... Ah, moi j'ai cru Gold Roger, il ressemblait à Pablo Escobar. Elle m'a fini en 2. C'est vrai, et je me suis même demandé, Garp, si on l'avait pas vu dans une autre série, ce gars-là, l'acteur. Mais bon, oui, c'est possible. Je me suis dit la même chose. Dites-nous dans les commentaires, hein, en tout cas, ce que vous avez pensé, et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, si vous êtes abonnés, bien sûr. Ah oui. Et à demain. À la prochaine. Ciao.